Alors, test. Voyons. Ça m'a l'air plutôt de fonctionner. Alors, si je fais maintenant un changement de scène, gentiment. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Bonjour à tous. Navré pour ce temps d'attente un peu long, je dois l'avouer. Bon, c'est comme ça. J'ai eu quelques petits soucis techniques pour remettre en place mon affichage pour la diffusion. Voilà, des petites choses qui arrivent, des petits points techniques. Mais bref, maintenant on va dire que c'est plus ou moins réglé. C'est pas totalement réglé, je suis encore un peu perturbé parce que du coup ça a un peu chamboulé mon affichage, mais rien de grave, j'ai juste fait une mauvaise manip, j'imagine, c'est tout. Bon, j'ai l'impression qu'on m'entend bien, donc ça aussi je peux me mettre en mute du moins peut-être. Voilà, nickel. Bon, comment ça va? Comment ça va? Comment s'est passé ou se passe votre week-end? Parce que c'est passé, c'est peut-être pas encore au passé. Mais comment s'est passée votre semaine plutôt? Et comment se passe votre week-end? Pour ma part, ma semaine s'est plutôt bien passée. J'étais à Édimbourg donc. Voilà, hein, c'était la réponse à la fameuse photo, aux deux fameuses photos que j'ai pu vous envoyer sur YouTube. Donc ouais, Édimbourg, super ville, incroyable. J'y étais encore jamais allé. Et c'était la première fois aussi que je foulais la terre écossaise. Donc ça aussi c'est très chouette. Donc, et en plus de ça, toute la semaine on a eu un super beau temps, du soleil, pas un P de nuage quoi. Ça peut être rare pour être souligné je pense, puisque bon on a toujours cette image au Royaume-Uni, mais c'est une fausse image hein, je pense hein, maintenant que j'ai vécu à peu près un an, même si bon c'est plutôt morcelé avec mes allers-retours en France. J'ai quand même vécu un an au Royaume-Uni, un peu plus d'un an maintenant. Et ouais, c'est plutôt une image fausse qu'on a hein, du mauvais temps au Royaume-Uni. Peut-être que ça s'applique à certaines parties du Royaume-Uni et pas forcément à tout le Royaume-Uni. Un peu comme en France où voilà, bon, on sait que plutôt dans le nord ou en Bretagne, on est peut-être un peu moins content. Enfin, peut-être comment ça, moins content, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est fier de notre temps. Mais c'est vrai que bon, il fait un peu plus gris. Voilà. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être juste dépendant des régions, il fait plus ou moins gris. Au Royaume-Uni, pareil. Mais ouais, du super beau temps, une super conférence. Voilà, j'avais pu exposer mon poster. Le tube, il est là d'ailleurs, il est enfermé. Donc voilà. Tout s'est très bien passé, je pense. Donc j'ai été resté de dimanche à vendredi, donc à hier, quoi. Et ouais, non, c'était génial. Voilà, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai pu revoir aussi des choses que je connaissais, c'est toujours cool. Voilà, retrouver d'anciens camarades de recherche, on va dire. On peut dire collègues de travail, hein, c'est un peu ça, quoi. Même si on ne travaille pas forcément ensemble, mais voilà, c'est vrai que ça fait partie du job. Et des nouvelles personnes voilà, que j'ai rencontrées pendant la conférence aussi. Voilà, donc très très chouette, franchement j'ai adoré. Voilà, et puis mon retour à Leeds, c'est très bien déroulé. Il y a quand même presque 3 heures de train hein, entre Leeds et Édimbourg, en tout cas dépendant du train. C'est pas la porte d'à côté par rapport à Leeds, mais bon, ça se fait quoi, on va dire. 3 heures de train, oui, ça peut se faire. Bon, après un aller-retour, c'est rude, je dois l'avouer, sur une journée, mais ça se fait bien. Voilà, et sachant que c'est un train direct, il y a pas de correspondance. En plus, c'est fou, c'est un train. Là, le train retour que j'étais en train de prendre, c'était un train qui partait d'Édimbourg pour descendre à Bristol. Bristol, c'est un peu plus, si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus au sud que Londres. C'est sud-ouest par rapport à Londres. Ce qui veut dire que ouais, il y a quand même pas mal de trajets. Donc voilà, je pense que ça va être le train, peut-être un des trains les plus longs, si c'est pas le plus long, qui traverse le Royaume-Uni. Mais bref, voilà, c'était très chouette. Euh, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, voilà, tout simplement, c'était très chouette. Bien. Et puis cette semaine, il y a eu d'autres trucs aussi, hein, bien sûr. Il y a eu la suite des concours CPGE, hein, on va en parler maintenant. Donc aujourd'hui, on va commencer à attaquer les sujets CCINP E3A, donc ceux qui sont tombés cette semaine. Alors,
j'avoue que je ne sais pas trop comment les attaquer, et je ne sais pas trop combien de temps je vais avoir besoin pour les attaquer correctement. Je les ai, là, pour ainsi dire, j'ai fait tout le sujet 1 en amont. Et quand je dis tout le sujet 1, c'est vraiment tout le sujet 1. donc, donc voilà, et j'ai l'impression que... enfin, je sais pas, faut voir là en live ce que ça va donner. Euh, je ne sais pas à quel point je vais avoir vraiment besoin des 2 heures pour vous en parler. Peut-être que je vais en avoir besoin de moins, on verra. Si j'ai besoin de moins, ben c'est pas grave. Dans ce cas-là, je démarrerai, je parlerai d'un autre sujet, puisqu'on a 3 sujets à attaquer, hein. On a sujet maths 1, sujet maths 2 et sujet maths 3A. Donc là, on va attaquer avec le sujet maths 1, puisque c'est celui que j'ai le plus préparé. Mais j'avoue que bah, selon comment va se passer le live dans sa globalité, je ne sais pas si je vais vraiment avoir besoin des 2 heures pour parler juste de ce sujet. On verra bien. De toute façon, comme j'ai dit, il faut parler des 3 sujets. Donc au pire, je pourrais commencer à parler d'un autre sujet et on continuera cet autre sujet demain. Puisque en effet, là, on a pas mal d'heures. Là, bah, on a bien 4 heures, exactement comme pour XENS. On a bien 4 heures pour attaquer les sujets. Même si XENS à la base, c'était pas prévu. Alors, pas 4 heures, j'ai fait 3 heures pour XENS, j'ai pas fait 4 heures. Bon, après, j'aurais fait 4 heures, je pense que ça aurait peut-être pas changé beaucoup de choses à ce que j'allais raconter sur les sujets XENS. Mais bref, voilà, on a quand même pas mal de temps, c'est cool. Peut-être que j'aurais pas besoin de tout ce temps, peut-être que les lives dureront un peu moins longtemps que prévu. Mais c'est pas grave, on va se laisser tout simplement porter. Et eh bien, je vous propose déjà de découvrir les sujets. Donc voilà, petite transition, notamment sur le sujet 1. Alors, de ce que j'ai feuilleté des 2 autres sujets et du sujet 1, que j'ai donc fait dans sa globalité, mis à part la partie informatique, je le dis tout de suite, je ne me suis pas du tout remis au point sur SQL. Donc je vais sauter les questions SQL. Voilà, hein, qu'on se le dise. Si encore, si encore il y avait des questions Python, bon, je les aurais attaquées volontiers parce que Python, c'est encore des choses que je fais, même si c'est en version sage, mais c'est encore des choses que je manipule. Mais la SQL, j'avoue que j'ai pas retouché à ça depuis la prépa, pour ainsi dire. Donc, je suis absolument pas au point du tout concernant SQL. Mais bon, mis à part ce point d'SQL, je trouve ce sujet 1 déjà très abordable. Et globalement, les 2 autres sujets aussi sont très abordables. Et qui invite, alors celui-là invite à pas mal de calculs. Et de toute façon, je pense que c'est une espèce de généralité pour les sujets CCINP E3A. C'est souvent des sujets qui ne sont pas forcément très compliqués, mais qui peuvent demander pas mal de calculs. Et bon, bah là, je pense que ça n'enfreint pas à la règle. Donc ouais, un sujet qui commence, donc ce sujet hein, qui commence par un léger, un peu de proba quoi, un léger morceau de proba avec SQL que comme j'ai dit au début, mais je vais entièrement le passer. Et puis un problème qui grosso modo se relie à de la théorie de Fourier. Voilà, puisqu'en fait, on va démontrer pour un cas très particulier de fonction, on va démontrer la formule sommatoire de Poisson et l'appliquer. Donc voilà, c'est essentiellement la philosophie de ce sujet, c'est grosso modo de la transformée de Fourier. Euh, et, euh, et même plus précisément, donc, alors, il y a de la transformée de Fourier et même un lien aussi avec les développements en série de Fourier. Il y a un mélange entre 2 choses, la transformée de Fourier et les développements en série de Fourier. C'est un peu ce que fait comme lien en fait la formule sommatoire de Poisson en général. Donc on fera peut-être une petite parenthèse sur la formule sommatoire de Poisson aujourd'hui. On verra bien, cela dépendra du temps que je prendrai. Parlons un peu aussi du maths 2 là maintenant, juste pour vous dire un peu à quoi ressemble le sujet. Donc on avait un premier exercice d'algèbre linéaire pas méchant du tout, sur des matrices, une question de diagonalisation et de polynôme minimal, puis de calcul de puissance. Ensuite un autre exercice un peu plus amusant je trouve, cherchant à démontrer que pour n'importe quel polynôme à coefficient réel, ce produit-là avec les racines énièmes de l'unité était un nombre réel. Je le trouvais assez amusant celui-là. Donc celui-là, ces 2 exercices, j'ai eu le temps de les faire. Mais le problème, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher entièrement. Mais c'est un problème d'algèbre linéaire assez standard, hein, j'ai envie de dire. Je dirais pas forcément simple parce que c'est du calcul quand même, mais très standard.
Voilà, c'est un truc super classique et en tout cas super abordable. Donc ça, c'était pour le sujet 2. On en parlera peut-être davantage plus tard ou demain, on verra. Parce que pour l'instant, le sujet E3A, je ne l'ai pas encore touché. Donc ce qui est fort probable, c'est qu'aujourd'hui, on fasse sujet 1 plus un petit peu du sujet 2. Et pour demain, on fera la suite du sujet 2. Si je ne l'ai pas commencé, on commencera. Et on parlera du sujet E3A. Donc là, le sujet E3A, moi aussi, c'était assez classique. Alors d'ailleurs, étonnamment, ça m'a fait beaucoup penser à un sujet qui était tombé il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était peut-être pas l'année dernière, peut-être il y a 2 ans, mais un truc qui était tombé à Centrale et à CCP ou un truc du genre sur justement cet opérateur delta là, assez rigolo sur les polynômes. Donc je crois que c'est un truc qui était déjà tombé sur des sujets récents. Donc ça c'est le premier exercice et le deuxième exercice plutôt analyse, hein, c'est comme ça que se fait le sujet E3A, plutôt analyse avec de l'intégrale, ici, des séries et de l'intégrale. Une fin avec un peu de proba. Bon, il y a un autre exercice avec un peu de proba. Bon voilà, pas, a priori pas méchant, j'ai pas encore mis les mains dedans, mais ça m'a l'air pas méchant. Voilà. Donc dans l'ensemble, je trouve les sujets assez abordables. Et puis voilà, bah, on va se laisser porter tranquillement sur le sujet, hein, on va commencer, hein. Donc comme j'ai dit, je vais sauter la partie SQL. Encore une fois, je me répète. Alors je vois le sujet 1 est particulièrement court. Oui, je trouve. Alors après, peut-être que c'est moi qui vais vite, mais c'est l'impression que j'en ai eu aussi. Je l'ai trouvé un peu court. Mais bon, on va voir. On va voir ce que ça va donner là déjà pendant la correction. Mais ouais, j'ai senti un peu la même chose. J'ai ressenti un peu la même chose. Donc voilà, donc si vous voulez voir de la correction SQL, bah, je vous renvoie ailleurs, hein, parce que ça ne sera pas ici qu'on le fera. Et donc on va attaquer l'exo 2 ensemble. Et puis bah, maintenant je vais utiliser mes notes en même temps. Tac, tac, je crois que c'est ces deux-là. Nickel. Ouais, pour vous dire, moi ma correction elle tient sur ça. Voilà. Alors ça c'est barré, mais c'est pas grave, c'est une petite erreur de calcul, hein, donc comme ça arrive souvent. Et puis voilà, grosso modo, ça tient sur ça, avec une petite aparté sur du poisson, la formule sommatoire du poisson. Mais voilà, c'est vraiment... ouais, je pense que... Voilà, je pense que ça va plutôt bien se passer. Donc attaquons avec l'exo 2, comme j'ai dit. Je vais changer d'image parce qu'il ne faut pas que je me... donc on va lire d'abord lire la première question avant que je change d'écran. Donc on a une variable aléatoire à valeur entière naturelle et fonction génératrice définie comme d'habitude. On vous demande de vérifier que cette série génératrice est bien définie sur l'intervalle -1, 1. Bon, question hyper classique, question de cours pour ainsi dire. Je vais pas rester... Je lis un message, je vais pas rester mais je tenais juste à te dire que ta série de vidéos m'a vraiment aidé. Bon, c'est cool. Super, réussi quelqu'un qui a réussi, c'est cool. Parfois se met d'embûches, vraiment très bonne série de vidéos. Elle n'est pas finie cette série de vidéos, il faut que j'avance. Mais ouais, ça fait plaisir, merci, merci pour ton retour. Changeons de scène du coup, paf. Ok. Alors, donc du coup, l'exo 2, donc sujet maths 1, je n'ai même pas mis de nom. L'écran a l'air de marcher, tout va bien. Je n'ai pas eu le temps de le tester, mais maintenant je suis en train de le tester et ça marche. Donc maths 1, CCINP. Hop, et donc exo 2, question 5. Bon, question hyper classique. En fait, c'est une série entière, hein. Déjà, la fonction gx est une série entière. Donc on peut s'y prendre en utilisant des outils sur les séries entières, et notamment peut-être d'Alembert, hein. Ça me paraît être un choix pas totalement délirant. Bon, après, il n'y a pas forcément besoin de ça, hein, mais bon, bref, d'Alembert me paraît plus que louable. Sinon, de toute façon, vous pouvez très bien vous en sortir en disant que la probabilité est toujours inférieure ou égale à 1. D'accord? Donc en sachant ça, vous avez alors que le rayon est forcément supérieur ou égal à 1, ce qui vous permet d'assurer déjà que votre série est bien définie. Donc Gx est bien défini.
sur l'intervalle -1 ouvert pour l'instant. Il faut fermer l'intervalle. Pour l'instant, on n'a pas encore fermé l'intervalle. Pour fermer l'intervalle, il vous suffit de noter que en fait, la somme des probas, ça fait 1. Donc, si vous faites la somme des probas sur tous les entiers, hop, ça fait 1. Voilà, il vous suffit de noter ça en plus. Du coup, ça vous permet de dire que votre fonction elle est bien définie aussi en 1 et en -1 par conséquent, puisque ça va être la convergence uniforme qui permet d'assurer la convergence simple de la série avec le -1 puissance n. Donc ça permet d'assurer que Gx est aussi défini. Ah, je vais arriver. Aussi défini en -1 et en 1. Donc finalement sur le segment. Ok, super. Changement de scène pour revenir sur le sujet. Donc question 2. Si x est une variable aléatoire suivant une loi de Poisson, de paramètre lambda, supérieur strict à 0, on demande de rappeler et de démontrer l'expression de gx. Alors ça c'est marrant parce que pour ceux qui auront passé ENS, ça peut leur faire penser à ce qu'ils avaient fait aussi sur la loi de Poisson auparavant. Bah oui, en effet, il y avait une question, il me semble qu'il y avait une question sur une série sur le calcul de la série génératrice de Poisson. Donc ça peut refaire penser à cette question. Je ne vais pas faire le calcul en entier, je me permets juste de rappeler que oui, une loi de Poisson, c'est donc une variable x issue d'une loi de Poisson, la probabilité se calcule de la manière suivante. Donc lambda puissance n exponentielle moins lambda sur n factoriel. Et si vous vous lancez à faire le calcul, vous allez trouver que jx de t, c'est alors, en espérant ne pas avoir fait de bêtises dans ce que j'ai écrit, exponentielle de lambda fois t-1. Un moyen de vous assurer que vous n'avez pas fait de bêtises, c'est de vérifier que si vous calculez en 1, ça doit faire 1. Voilà, et bon, ça a l'air d'être correct. Donc tout va bien. Du coup, j'aime bien faire les sujets CCP et mine. Je les trouve souvent sympas, contrairement au sujet central. Ouais, central, ça sera plus tard, du coup, de ce que j'ai compris, parce que je m'étais planté au moment où j'ai fait le live XENS. Je croyais que c'était dans un autre ordre, mais cet autre ordre, où on devait avoir central juste après XENS, c'était vrai pour l'année dernière. Donc oui, je m'étais planté entre l'année dernière et cette année. Bon, regarde bien méchant. Et donc, du coup, central, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Ben oui, c'est vrai qu'ils sont assez abordables, ces sujets-là, en général. Et celui-là ne fait pas exception. Donc, question 7. Alors, changeons encore une fois d'écran. Tac. Je continue avec ces transitions-là. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de faire des transitions comme ça, plutôt que de passer au travers la tablette. Je trouve que c'est plus sympa de faire comme ça des transitions. Bref. Pour la question suivante, pareil, démontrer un résultat assez classique si x et y sont indépendantes. Montrer que g de x plus y, gx plus y pardon, est égal à gx fois gy. Donc aussi question très classique. Je vais me permettre de la détailler un peu parce que ça fait jamais de mal, même pour des étudiants qui ont justement un peu de mal avec ce genre de questions, voilà, de refaire ce truc-là et de leur permettre de peut-être mieux comprendre comment ça se passe. Mais moi, ce que j'ai écrit, c'est qu'en effet, si on prend un entier naturel, si vous vouliez calculer la probabilité, ou alors vous pouvez l'écrire en termes d'événements si vous préférez, mais j'ai préféré l'écrire en termes de probabilité, comme ça je peux me lancer déjà sur un peu de calcul. Donc la probabilité de x plus y est égale à n, c'est égal à la probabilité de l'union. Donc là, il faut partitionner selon les valeurs possibles de x et de y, de façon à ce que la somme fasse n. Donc ça va être l'union pour k allant de 0 à n, de x égale k, inter y égale n moins k. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec cette dichotomie, si je puis dire, là. Une fois qu'on a ce découpage, là, il faut juste noter que ce truc-là, c'est une partition, donc une partition de mon événement.
ou en tout cas, c'est une union disjointe. Et donc, comme c'est une union disjointe, on peut écrire finalement la somme pour k allant de 0 à n de probabilité de x égale k, tac, tac, inter y égale n moins k. Et puis ensuite, là, on utilise l'indépendance pour assurer que la probabilité de l'intersection des événements par rapport à x et y, c'est le produit des probas. Donc on se retrouve avec somme pour k allant de 0 à n, probabilité de x égale k, fois probabilité de y égale n moins k. Donc une fois qu'on en est arrivé là, il faut utiliser la formule du produit de Cauchy. Donc si je m'amuse à regarder maintenant la série génératrice de g de x plus y, je me retrouve avec somme pour n allant de 0 à l'infini, somme pour k allant de 0 à n, de probabilité de x égale k, probabilité de y égale n moins k, le tout multiplié par t puissance n. Et donc on doit reconnaître un produit de Cauchy et en effet voir qu'on a finalement la série donc, des k allant de 0 à n, pourquoi n, j'en sais rien, k allant de 0 à l'infini, de p de x égale k fois t puissance k, le tout fois somme pour L allant de 0 à l'infini, probabilité de y égale L, t puissance L. Voilà. Donc ça, ce produit de Cauchy, vous pouvez l'appliquer puisque vous êtes dans le rayon de convergence des différentes fonctions qui sont en jeu, donc notamment l'intervalle ouvert, on vous proposait de le démontrer dans l'intervalle ouvert moins 1, 1, donc vous êtes exactement dans la partie rayon de convergence qui vous permet d'établir ce produit, donc c'est bien de le mentionner. Et bon, voilà, c'est terminé, hein. Vous avez bien en effet gx de t fois gy de t. Et la question suivante, vous demandez de l'appliquer dans un cas de figure où x et y sont des lois de Poisson, de paramètres respectifs lambda et mu. Donc, donc c'est la question 8. Donc en effet, si x suit une loi de Poisson de paramètres lambda et y suit une loi de Poisson de paramètres mu, et que vous avez x qui est indépendant de y, alors vous avez en effet g de x plus y de t qui est égal à g de x, gx de t fois gy de t. Vous avez calculé ce qu'était la série génératrice pour une loi de Poisson. Donc ça vous donne alors exponentielle de lambda fois t-1, exponentielle de mu fois t-1. Et les deux exponentielles réagissent très bien ensemble. On se retrouve en factorisant par t-1 avec lambda plus mu fois t-1. Et comme vous savez que la série génératrice caractérise la loi, vous pouvez conclure que x plus y suit une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Et en effet, j'ai oublié de changer de scène. Voilà, il fallait bien que ça arrive. Premier moment où j'oublie de changer de scène. Bon, il n'y a rien de bien méchant, de toute façon, je l'ai dit à l'oral. Mais voilà, juste du calcul, vous appliquez ce que vous avez démontré dans la question d'avant et c'est tout, quoi. Je suis en train de demander si j'avais pas oublié de changer de scène avant, mais je crois pas. Bref, voilà, simple application, rien de très méchant. Et c'est donc tout pour l'exo 2. On va pouvoir rentrer dans le problème. Ok, donc je vais rechanger de scène une fois que j'aurai peut-être placé l'écran PDF au bon endroit. Parfait. Tac. Bien sûr, n'hésitez pas, on est en live. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a un truc qui ne vous a pas paru très clair dans ce que j'explique ou dans ce qu'on est en train de refaire. Vraiment, c'est fait pour ça, là, le live aussi, donc n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Ok. Donc, pour le problème, on a d'abord une première partie sur du calcul d'intégrale et une petite intégrale qui intervient. On nous demande de démontrer que la
fonction donc intégrale à paramètres, que la fonction g est bien définie sur R plus étoile. Bon, je dois vous avouer que ça me paraissait un peu bizarre de le faire sur juste R plus étoile, sachant qu'on pouvait le faire sur R tout entier, puisque la fonction, elle est finalement impaire. Hein. Enfin, oui, elle est impaire. Donc ça me paraissait un peu étrange de juste se restreindre au cas R plus étoile, puis après de l'étendre sur les réels. Donc il y a peut-être 2-3 moments où je vais donner un argument qui est vrai sur R et on va pas s'embêter avec R plus étoile. Mais bon, enfin voilà, je trouvais ça un peu étrange, hein, je dois vous avouer quand même. Je trouvais ça un peu étrange. Ouais, bon, j'ai pas besoin de réécrire l'intégrale, je vais la réécrire maintenant. Donc on a dit problème. Et on commence avec la partie 1. Ok, alors dans cette partie 1, donc on a notre fonction g de x qui est définie ici sur l'intégrale. Donc c'est l'intégrale de moins infini à plus infini de x sur x carré plus t carré exponentielle it. C'est ça, dt. Et on travaille avec x. Bon là je vais mettre réel, réel positif non nul, comme c'est demandé. Mais je pense que... Alors le seul problème c'est en 0, oui. C'est vrai qu'en 0 on pourrait avoir un problème. D'accord, ça je ne l'ai pas dit. C'est vrai qu'a priori en 0 on pourrait avoir un problème vu l'expression que nous avons. Mais je me suis dit pourquoi pas, bon là une fois qu'on a réglé le problème en 0, pourquoi pas chercher à étendre notre fonction sur R tout entier en fait. C'est juste ça qui m'a perturbé, disons-le comme ça. Donc la fonction phi x, donc phi x de t, donc je vais l'appeler phi x, donc c'est la question 9. Donc la fonction phi x qui a t associe x sur x carré plus t carré. Il faut toujours commencer par donner cette phrase hein, quand on veut justifier qu'une intégrale est bien définie. Donc là, on veut vérifier qu'elle est bien définie pour n'importe quel x. Il faut toujours commencer par dire que la fonction dans l'intégrale, donc ce qu'on appelle l'intégrand, c'est bien une fonction continue. Ça paraît tout bête, mais il ne faut pas l'oublier de le dire avant de se lancer dans la partie un peu plus difficile. Donc cette fonction, elle est continue sur R. Et puis, pour ce qu'il en est en plus et en moins infini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va majorer notre fonction en valeur absolue. Je pense que ça me paraît très bien pour montrer qu'elle est intégrable. Donc, phi x, hop là, j'ai fait une petite, hop. Donc, phi x de t, eh bien ça c'est inférieur ou égal à, vous savez que x est positif ici, pas besoin de mettre des valeurs absolues. Je vais avoir donc x sur x carré plus t carré. Donc x carré plus t carré, c'est positif aussi. Et puis l'exponentielle it, le module de exponentielle it, c'est vrai que j'ai dit valeur absolue, mais c'est le module qu'on calcule. Donc le module de exponentielle it, ça vaut 1. Voilà. Donc on se retrouve avec ce machin-là. Et ce machin-là, quand t tend vers l'infini, pour x fixé, on se retrouve avec un équivalent de la forme x sur t carré. Et vous pouvez utiliser les critères de Riemann pour conclure ce qui se passe au voisinage de plus et de moins infini. Parce que c'est vrai que mon équivalent marche aussi en moins infini. Et donc voilà, ça vous permet de justifier que votre fonction elle est bien définie sur 0 plus infini ouvert, étant donné que vous avez ici votre intégrand qui est bien intégrable sur R tout entier. Je vais écrire G est bien défini. Sur R plus étoile. Ok. Question suivante. Tac. Alors, question suivante. Pour tout x supérieur strict à 0, on demande à démontrer que g de x est égal à cette drôle d'intégrale. Bon, cette intégrale, vous devriez noter qu'il y a juste un petit changement
variable à effectuer et s'assurer que tout marche bien. Et le changement de variable, alors ça dépend dans quel sens vous allez. Si vous partez de g de x pour avoir l'intégrale, vous devez changer t en ux. Est-ce que c'est bien ça que j'ai fait? Non, c'est en t en u sur x, pardon. Et dans l'autre sens, vous changez u en xt. Est-ce que c'est bien ça que je veux faire? Non, pardon. En t, ouais, je vais y arriver. Vous changez u en t sur x. Donc oui, c'est bien ça, c'est censé être un u égale t sur x, enfin bref. Voilà, ou t égale xu. Bref. Donc je vais l'écrire, je vais changer de scène, histoire de ne pas dire de... Enfin, là j'ai commencé à dire des bêtises, mais je me rattrape quand même. Donc il vous suffit de faire le changement de variable u égale t sur x. Ou si vous préférez l'écrire comme ça, t égale xu. Si vous faites ce changement de variable, bah, tout va très bien se passer. Je me permets de ne pas l'écrire, je pense que ça devrait être assez clair, que les choses devraient bien se passer. Si je passe maintenant à la question suivante, enfin toujours sur la même question, il y avait marqué en déduire que G est borné sur l'intervalle 0 plus infini ouvert. Et ça se déduit aussi très rapidement par inégalité triangulaire via l'intégrale. Donc en fait, vous avez d'abord, si je regarde la valeur absolue de exponentielle, ou enfin le module encore une fois, de exponentielle ixu sur 1 plus u carré, hop là, ça je peux le majorer, ou en fait c'est même égal, ça sera même mieux, c'est même égal à 1 sur, et j'ai pas besoin de mettre de valeur absolue, hop. Ah oui, mince, je me suis enlevé l'écriture. Tac. Je rattrape. Tac, voilà. Donc, j'ai pas besoin de la valeur absolue, je disais. Et cette fonction-là, elle est intégrable. Donc, avec u associe 1 sur 1 plus u carré. Du coup, intégrable sur R. Donc ça vous permet d'assurer que vous pouvez faire l'inégalité triangulaire sans trop de peur. Vous avez en effet valeur absolue de g de x, donc ainsi. Je vais écrire ça. Ainsi. Valeur absolue de g de x. C'est inférieur ou égal à l'intégrale de moins infini à plus infini de 1 sur 1 plus u carré du. Et cette intégrale-là, bah, c'est égal à pi. Hein. C'est l'arctangente, d'accord, primitive de cette fonction dans l'intégrale. C'est l'arctangente et il faut savoir qu'en plus infini, ça fait pi sur 2 et en moins infini, ça fait moins pi sur 2. Donc pi sur 2 moins pi sur 2, ça nous fera bien pi. Donc voilà, terminé, vous concluez que G est bien borné sur R. Enfin sur R plus étoile. Borné sur R plus étoile. Nickel. Alors, question suivante. Ouais, bon, on voit encore la question. Donc la question suivante était de démontrer que la limite quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est égal à pi. Très bien. Hop. Donc il fallait se servir de l'intégrale que vous aviez obtenue, hein, la question d'avant. Et puis vous amuser à étudier la continuité de la fonction. Donc sur la question 11, vous considérez la fonction à deux variables. Hein, vous pouvez faire un jeu de limite intégrale, ça s'applique très bien. Donc vous faites une fonction à deux variables ici qui associe du coup 1 sur 1 plus u carré exponentielle ixu. Et c'est là où justement j'ai écrit des arguments, par rapport à x ou par rapport à, en disant que x pouvait être pris réel ici avec ce changement de variable effectué. Donc j'ai ma fonction qui a x fixé et continu. Continu intégrable sur R.
pour x réel. Vous avez votre fonction qui cette fois-ci, alors j'ai mis t, c'est u. Hop. Petite erreur. Donc vous avez votre fonction phi phi.u. Il faut que je remonte un peu l'écran, que je fasse attention qu'on voit bien. Donc phi.u qui est continu sur R. Donc pour tout u. Vous avez la domination, hein, c'est important. Donc phi de xu pour pouvoir appliquer un des théorèmes de convergence dominée qui vous permet d'échanger ici intégrale et limite. Donc en fait, ça vous permet d'assurer la continuité en même temps. Donc ça, c'est intégrable. Cette fonction-là étant intégrable sur R. Donc positive et intégrable. Bien entendu. Positif, je pense que c'est assez clair. Hein. Donc voilà, vous pouvez impliquer. Alors vous avez que G est continu sur tout R. Donc c'est là justement où je me suis amusé à dire sur R, même si bon là je pense que bon, je vais quand même rester sur R plus étoile pour éviter tout soupçon, ou tout problème du moins, c'est pas de soupçon, c'est plutôt problème. Mais bon, j'ai la vague impression quand même que certains calculs pourraient s'étendre sur R une fois qu'on a fait le changement de variable, en utilisant la nouvelle expression pour G. Ça me paraissait pas délirant de le faire comme ça, mais enfin bon. Et donc elle est continue même sur R+, hein, j'ai même juste besoin de R+, en fait. J'ai quand même besoin de R+, pour pouvoir faire la limite. Et donc, je peux écrire que la limite, quand x tend vers 0 plus de g de x, ça va être le calcul de l'intégrale en remplaçant x par 0. Donc normalement, je devrais avoir EI0U du. Ça, voilà. Ça vous permet de faire l'échange limite intégrale, quoi. Le fait d'avoir la continuité telle que donnée par la convergence dominée vous permet d'assurer l'échange limite intégrale. Et du coup, c'est fini. Hein. Ça, vous avez déjà calculé l'intégrale, ça vous pille. Donc voilà pour cette question. Pareil, rien de hyper méchant. Juste une application d'un résultat classique. Mais rien d'hyper méchant. Et puis on en arrive à la question 12. Alors bon là, la question 12, je ne vais pas la détailler, je vais me permettre de ne pas la détailler. Parce que là encore, c'est une question classique. Et en fait, il suffit de refaire un peu ce que je viens de faire là pour la continuité, mais refaites-le pour C2, quoi. Donc vous devez dériver partiellement selon x la fonction que vous avez phi xu, et puis la redériver une nouvelle fois et vous assurer que la fonction dépendant de... Enfin, si vous fixez x, la fonction elle-même, la dérivée et la double dérivée sont toutes intégrables pour tout x et toutes continues. Vous devez vous assurer que la dernière est... alors oui, encore une fois, que toutes celles que vous avez passées en fixant u, mais en regardant x sont aussi toutes ces deux. Elles sont toutes ces deux, elles sont toutes continues, donc vous avez C1, C2, etc. Et ensuite, vous devez montrer que vous pouvez dominer la dernière. C'est ça le point important, c'est de dominer la dernière. Et la domination va plutôt bien se passer. Je pense que voilà, j'ai pas besoin d'écrire, de détailler ce qui se passe. Ça devrait bien se passer. Surtout que la dérivée, elle n'est pas... en tout cas, selon l'autre écriture intégrale, elle est vraiment pas difficile à manipuler. Hein. Donc c'est du fois x carré. Il n'y a pas de... Bon, je pense qu'il n'y a pas de grosse folie. Avec un i, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, le i. Mais bref, pas x carré, qu'est-ce que je dis? Ah non, c'est... Alors attendez, est-ce que je suis en train de dire une bêtise? Ah oui, non, pardon. Non, oui, je me rattrape, excusez-moi, je me rattrape. C'est pas par rapport à la nouvelle intégrale qu'il faut faire, c'est la première intégrale qu'il faut le faire. Ouais, le piège, c'est ça. Faites pas... c'est par rapport à la première intégrale qu'il faut faire. Voilà. Je l'ai noté en plus, je suis bête, je suis en train de dire la petite erreur dans laquelle j'ai failli me gouffrer, mais ouais, donc faut l'appliquer, mais sur la première intégrale, pardon.
Donc pour la question 12, il faut vraiment l'appliquer sur la première intégrale. Donc appliquer. Ah, donc le calcul est plus long quand même. Appliquer. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas écrit. Même si j'ai pourtant fait quand même un petit calcul pour la question 13. Mais c'est pas grave. Donc appliquer convergence dominée pour la double dérivée pour C2. Qu'est-ce que j'allais dire sur l'intégrant de la première intégrale. Donc attention, ouais, c'est pas la deuxième qu'il faut faire parce que c'est vrai, ça fait un fois u, c'est justement ça que je viens de réaliser. Ça fait pas fois x, ça fait fois u quand on dérive par rapport à x. Et du coup, un u sur 1 plus u carré, on n'est pas content quoi. En termes d'intégrabilité en plus et en moins infini, on n'est pas content. Donc il faut faire attention ici. Alors après, vous pourriez vous en sortir si vous utilisiez des trucs un peu plus forts comme le fait que l'intégrale de Dirichlet converge. Mais je pense qu'on ne demandait pas à en arriver là. Voilà. Mais parce que là, du coup, on ne peut pas utiliser la convergence dominée correctement, quoi. C'est pas possible. On a une semi-convergence, on peut pas. Voilà. C'est pas aussi bien, quoi. Ça se passe pas aussi bien. Donc il faut faire sur la première intégrale. Ok. Je pense que j'ai pas d'autres trucs à dire là-dessus. Sur cette question 12. Donc on peut passer à la question 13. Et donc la question 13, je vous ai fait un petit calcul. Hein. Je vais pas détailler le calcul, mais je vais donner le résultat du calcul. Et puis après, bon, s'il y a une erreur, vous pourriez me le dire. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur parce que j'ai pu vérifier que dans les deux trucs, ça va être la même chose. Donc là, notamment dans la question 13, on vous demande de calculer deux dérivées secondes de x sur x carré plus t carré et de calculer la somme de ces deux-là. Donc en fait, ce que vous allez trouver, c'est que la somme vaut 0. En fait, l'un des deux, je vais vous donner le résultat de l'un des deux, l'autre étant son opposé. Et en ayant fait tout le détail de calcul que j'ai. Alors que j'ai où je vais me montrer vite fait pour que vous voyez. Mais le détail de calcul étant là. Voilà, ça me fait tout ça là, pour faire le calcul. Avec 2-3 fautes, mais c'est pas grave. Je peux vous donner le détail, mais je pense que ça ne sera pas des plus utiles. C'est juste de la dérivée, rien de hyper méchant. Donc, question 13. Si vous calculiez la dérivée deux fois en x de x sur x carré plus t carré, vous trouveriez 2 fois x cube moins 6xt carré sur x carré plus t carré à la puissance 3. Voilà, donc voilà ce que j'ai trouvé en faisant le calcul de l'une des deux dérivées. J'ai ensuite fait le calcul, vraiment, je me suis appliqué pour être sûr que tout se passait bien. J'ai fait ensuite l'autre calcul et j'ai vu que c'était l'opposé. Donc vous devriez en effet trouver que le calcul demandé c'est égal à 0. Voilà. Et ensuite, on vous demandait d'en déduire une équation différentielle satisfaite par votre fonction g. Et donc, on vous proposait de montrer notamment que g seconde moins g était égal à 0. Donc, montrer que g seconde moins g est égal à 0. Donc, si vous partiez de g seconde de x, alors c'est là où vous... Là, en fait, c'est pour ça que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai passé... Du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai passé quand même la question 12, même si j'ai dû quand même devoir... Enfin, il y a un moment, il faut calculer la double dérivée. Mais en fait, là, maintenant, je vais juste utiliser le signe de double dérivée. Donc, si je calcule la dérivée seconde de g de x, je vais avoir intégrale donc de moins infini à plus infini de ceci. Donc là, bon, je ne réécris pas l'expression résultat, je vais juste avoir besoin de ça. Donc ça fois mon exponentielle qui était exponentielle it. Et puis là, j'utilise la relation que nous avons dans la question, dans la sous-question de la question. Et donc, vous avez alors moins l'intégrale de moins infini. Il faut faire attention au signe. Dérivée selon t de x sur x carré plus t carré
j'ai oublié l'expo, exponentielle IT dt. Et là, vous faites une double IPP. Donc, tac, 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 elle est où ma double IPP? Je la cherche un peu. Elle est là. Donc, vous faites une double IPP et vous allez trouver moins intégrale de moins infini plus infini, donc 2 IPP. Sachant que la double IPP, c'est vous allez faire une primitive en 2 étapes, si vous voulez, de la première fonction, puisque vous voulez retomber sur la fonction g. Donc, vous allez faire ça et vous allez dériver 2 fois l'exponentielle. Donc, on se retrouve avec x sur x carré plus t carré. Et là, attention, comme vous avez dérivé 2 fois exponentielle it, il y a un i carré qui sort, exponentielle it. Et c'est ça qui va permettre de faire dégager le signe moins que nous avons devant l'intégrale et d'obtenir finalement g de x. D'accord, donc le i carré avec le moins 1 vont donner plus 1. Et donc c'est gagné, vous avez bien que g seconde moins g est égal à 0. Donc attention au signe, hein, c'était peut-être le seul piège qu'il pouvait y avoir ici, avec un peu de calcul bien sûr. Voilà. Et puis après il y a la question 14. La question 14 c'était d'en déduire, donc je la remets juste pour qu'on la revoie, c'était d'en déduire une expression de g de x pour tout x strictement positif. On pourrait même dire pour tout x supérieur ou égal à 0. Question. Hop. Donc pour cette question 14, eh bien, vous résolvez simplement l'équation différentielle du second ordre. Donc c'est un classique, on regarde l'équation caractéristique, parce que c'est une équation linéaire du second ordre à coefficient constant. Donc on a la méthode, équation caractéristique, on résout, on trouve les racines ici qui sont plus ou moins 1. On a alors que notre fonction est de la forme a exponentielle x plus b exponentielle moins x. Puis on sait, d'après une question précédente, alors c'était la question que je ne me plante pas. Donc d'après la question 10, on sait que la fonction g est bornée. Donc ça vous permet d'assurer directement que a doit être égal à 0. Sinon, l'exponentielle x va faire déborder les choses quand x tend vers plus infini. Voilà, donc regardez quand x tend vers plus infini. Et puis, grâce à la question, donc c'était laquelle? La limite, c'était la question 11. Ouais, c'est ça. D'après la question 11, vous avez que la limite, quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est pi. Et donc ça va impliquer que b égale pi. Et donc en conclusion, g de x est égal à pi fois exponentielle moins x pour tout x. Réel, positif, non nul. Et voilà, ceci conclut, je crois, la première partie. C'est ça. Ça conclut la première partie. Bon, ça va assez vite, hein, vous pouvez voir. Hein, c'est du calcul. Essentiellement, c'est du calcul. Avec un petit peu de théorème d'intégration, enfin d'intégrale à paramètres, quoi. Mais c'est vraiment du calcul. Donc je vais passer à la partie 2. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est là en live. Profitez-en. Donc, alors, il faut que je redescende un peu là, parce que sinon on ne voit pas le sujet. Yes. Alors, donc c'est là où on arrive à la formule sommatoire de Poisson. Donc je vous ferai une petite parenthèse sur la formule sommatoire de Poisson une fois qu'on aura fini cette partie. Je pense que ça peut être sympa de savoir qu'en fait cette formule pourrait être généralisée. Puisque là on est en train d'appliquer cette formule sommatoire dans un cas très très particulier où la fonction c'est 1 sur 1 plus t carré. Donc pour cette partie 2, on vous pose un peu les bails en vous disant votre fonction elle est comme ça, vous avez une grande fonction grand F qui est définie un peu bizarrement comme somme de notre fonction évaluée en x plus n pour n dans z. Alors il se peut à 2-3 moments que je vais utiliser le fait que je calcule ma fonction pour n dans z.
Il y a peut-être que à la fin, parce qu'à la fin, il y a vraiment un calcul à faire. Il y a que à la fin où je mettrai peut-être pas n dans z et puis je découperai bien ma somme en deux morceaux. Mais en dehors de ça, je vais vraiment faire que du calcul quasiment en écrivant série, série indexée avec n dans z, puisque c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc on demande d'abord de démontrer que f est bien définie sur R et qu'elle est impériodique. Très bien. Alors, on n'oublie pas changement d'écran. Tac. Yes. Il faut que je fasse une nouvelle page. En même temps. Ouais, c'est bien ça. Donc, pour cette deuxième partie, question 15. Donc, comme j'ai dit, je vais plutôt écrire f de x comme étant la somme pour n dans z de 1 sur 1 plus, entre parenthèses, x plus n, le tout au carré. Et puis, ben, on va noter fn de x, la fonction qui se trouve dans la série, et remarquer que si j'ose regarder la norme infinie de ma fonction, je peux assez tranquillement la majorer. Alors, c'est là où j'ai peut-être fait une petite bêtise. Ah, c'est là où j'ai fait une bêtise. Je peux pas faire une convergence normale aussi simple que ça. Voilà, ok. Je me suis emballé. Je peux pas faire une convergence normale comme je le voudrais. Ça marche pas. Bon, de toute façon, on voulait pas une convergence normale, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été plutôt cool pour la suite. Et ouais, donc du coup, je m'y suis mal pris. C'est pas une convergence normale. J'ai réfléchi 2 secondes hein, pour patcher un peu l'erreur que j'ai faite. De toute façon, là, pour l'instant, on me demande juste à vérifier qu'elle est définie. Donc, il suffit de regarder ce qui se passe pour ma série en plus et en moins infini. Puisque, bon, a priori, il n'y a pas de problème d'annulation vu que ce terme-là est toujours positif. Donc, ce terme-là est toujours positif. Ça c'est toujours positif. Donc, comme ce truc-là est toujours positif, vous êtes assuré que votre fonction est bien définie. Chacune des fonctions fn est bien définie sur R. Donc, fn est bien définie sur R. Et continue, bon, puisque ça va être utile pour la suite, je crois. Donc, je vais me permettre de parler aussi de la continuité. Donc, continue en plus de ça. Tac, tac, tac. Et puis, je peux juste regarder le comportement quand n tend vers plus ou moins infini. Donc, f n de x, quand n tend vers l'infini, je pense qu'il est assez simple. Quitte à développer l'expression, il est assez simple de voir qu'on va se retrouver avec du 1 sur n carré. Donc que ce soit plus ou moins infini, on va se retrouver avec du 1 sur n carré. Et série de Riemann, par conséquent, donc converge. Voilà. Donc ça permet d'assurer. Je pense que ça permet d'assurer que la série converge. Simplement. Tout du moins simplement. Mais ouais, je me suis un peu emballé, donc j'étais parti, j'avais écrit une convergence normale, mais la convergence normale ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que si x est un entier, par exemple, n'importe quel entier, du coup, la norme infinie... ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que le x peut valoir n'importe quel réel, a priori, et du coup, comme il peut valoir n'importe quel réel, je peux prendre le x le plus proche de n. Et du coup, voilà, il suffit de prendre x comme étant égal à l'entier opposé à n, et on se rend compte que la norme infinie, elle est égale à 1. Donc c'est ça le piège, puisque du coup, on se retrouve avec une série de 1 et ça marche pas, ça converge pas. Donc voilà, je me suis un peu emballé, tout va bien.
mais on a donc une convergence simple. Ce qui permet au moins d'assurer que f est bien défini. Grand F est bien défini sur R. Alors après, pour la impériodicité, bah là, il suffit de faire un changement de variable dans la somme, hein, essentiellement. Donc, de plus, f de x plus 1, c'est égal à la somme pour n dans z de petit f de x plus n, alors plus 1 plus n. Et là, vous faites le changement de variable, disons k égale 1 plus n. Et vous avez somme pour k dans z, puisque la fonction qui a u associe u plus 1 est une fonction bijective, hein, de z vers z. Et vous vous retrouvez avec ça. Et ça, c'est exactement grand F de x. Donc voilà, ça vous permet d'assurer que votre fonction, elle est bien correctement définie sur R et qu'elle est impériodique. Donc voilà, impériodique. Du coup, oui, je comprends mieux la question pourquoi regarder sur l'intervalle 0,1. Parce qu'en regardant sur l'intervalle 0,1, là, ça devient une convergence normale. Voilà. Donc voilà, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi il y avait cette sous-question. On va y venir, là, c'est la question 16. Donc je vais rechanger de scène. Donc, question 16, démontrer que f est continu sur l'intervalle segment 0,1 et en déduire que grand F est continu sur R. Donc voilà, donc, je comprends mieux cette question maintenant. Donc, il faut que je rechange de scène. Paf. Donc maintenant, si je regarde, donc là c'est ce qui va se passer, je vais regarder en fait finalement la norme infinie sur 0,1. Donc si je regarde la norme infinie de ma fonction sur 0,1, alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure peut-être. Je suis en train de réfléchir. Lesquels sont embêtants? En fait, ceux qui sont embêtants, c'est peut-être n égale 1 et n égale 0. Donc, alors. Donc, si n égale 1 ou n égale 0, je pense que le max, ça va tout simplement être 1. C'est ça. Donc, je pense que la norme ici, ça va être juste 1. Donc, si n est égal à 0 ou 1. Et sinon, bah, on va se retrouver avec 1 sur 1 plus... alors, qu'on ne fasse pas de bêtises. L'intervalle, c'est 0 ou 1. Donc si n est positif, strict, donc ouais, plus grand que 2 du coup, j'imagine. Ou est-ce que j'ai dit... Ah non, j'ai dit des bêtises, c'est pas n égale 0 et 1 qui m'embête, c'est n égale 0 et moins 1, parce que moins 1, ça saute... Voilà, c'est ça. Moins 1, c'est ces deux-là qui m'embêtent. Excusez-moi, c'est pas 1, c'est moins 1. Ouais, c'est ça, c'est moins 1. Donc maintenant, donc si je suis positif, bah, la fonction, elle est donc décroissante. C'est ça. Donc la fonction, elle est donc décroissante. Et du coup, ça veut dire que le max est atteint en la valeur min, c'est-à-dire en 0. Donc n. Donc en fait, ouais, j'aurais pu faire une dichotomie pour n supérieur ou égal à 0. Et bon, c'est pas grave. Tant pis, je vais faire ma dichotomie telle que je l'ai faite là. Et sinon, dans l'autre sens, le max est atteint quand on est proche de 1. Du coup, bah, ça va être 1 sur 1 plus n plus 1 au carré, dans le cas où n est inférieur ou égal à moins 1. Ouais, c'est ça. Pour que ça colle, hein, pour que le tout colle. Donc ça vient juste de la monotonie de la fonction, hein, finalement. Ça vient juste de la monotonie de la fonction. Monotonie. Donc de la fonction f, hein, qui a t associe 1 sur 1 plus t carré, comme elle est définie sur le sujet. Donc voilà, et bah, la série des 1 sur n, enfin des 1 sur 1 plus n carré, bah, c'est équivalent quand n tend vers plus infini à 1 sur n carré.
et rebelote. Et puis pareil de l'autre côté, hein, bien sûr. Donc, je vais l'écrire juste en dessous peut-être. Voilà, donc 1 plus n plus 1 au carré. Donc quand n tend vers moins infini cette fois, mais ça reviendra au même, c'est toujours 1 sur n carré. Et donc ces deux parties-là convergent, ce qui permet d'assurer que la série des normes infinies sur l'intervalle 0, 1 converge. Donc en fait, finalement, la série de fonctions, elle converge normalement sur 0, 1. Convergence uniforme se déduit de la convergence normale. Et après, bah, vous appliquez juste le fait que fn est une fonction continue. Et puis je pense que c'est gagné, hein. Donc vous avez ensuite, ça implique CVU. Et puis vous ajoutez à ça le fait que fn est continu. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir conclure que grand F est continu sur 0, 1. Et pour avoir la continuité sur R, bah, vous utilisez le fait que ce soit aussi impériodique. Donc, par impériodicité. Plus en notant que avec en plus en plus la limite quand x tend vers 0, enfin tend vers 0, je vais le faire comment? Je vais le faire comme ça. Et quand x tend vers 1 moins de votre fonction c'est f de 1. Mais f de 1, c'est la même chose que la limite, enfin c'est la même chose que x0, je vais arriver, f2, c'est la même chose que f de 0 qui est la même chose que la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x. Donc en notant que les deux limites, vous pouvez les changer finalement, puisque vous allez vous retrouver, maintenant grâce à la périodicité, vous pouvez très bien vous retrouver ici à regarder la limite quand x tend vers 0 par valeur négative. Et ici, regardez la limite quand x tend vers 1 par valeur positive. Voilà. C'est pour vous assurer qu'il y a bien un raccrochage des wagons, que tout va bien en 0 et en 1. Et ça vient du fait qu'on a un segment, d'accord, hein. Si c'était semi-ouvert, donc genre intervalle 0,1, ça suffirait pas d'avoir la continuité sur l'intervalle 0,1 ouvert. On pourrait très bien avoir une fonction qui est continue sur cet intervalle-là, et puis bah, arrivé à 1, paf, il y a un saut. Et on doit repartir d'un autre endroit pour avoir la périodicité. C'est pas impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'il y a bien un raccrochage des wagons, et ça vient du fait qu'on a le segment 0,1 en entier. Donc on a le fait que la fonction est continue sur le segment 0,1 en entier. Donc plus ça, on a... Je vais peut-être changer de couleur. Hop. On a f continu. Je vais arriver sur R. Hop, je vais m'ouvrir une nouvelle page, comme ça sera fait. Nickel. Ok. On va continuer gentiment. Hop. Et on en arrive alors à la question 17. Est-ce que j'ai changé l'image? Je suis en train de demander. Non, j'ai pas changé l'image. Tac, super. Alors, donc pour toute fonction u continue, on définit ck de u comme étant cette drôle d'intégrale. Mais en fait, cette drôle d'intégrale et cette notation, c'est pas anodin, c'est parce que c'est la notation des coefficients du développement en série de Fourier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, on vous demande de démontrer que ck de grand F, c'est finalement l'intégrale de moins infini à plus infini de petit f de t fois la même exponentielle que dans le ck de u, pour k dans z. Bon là, pareil, rien de hyper méchant, vous allez voir.
Donc, je me mets les notes sous les yeux. Et on n'oublie pas de changer de scène. Tac. Ok. Donc, question 17. Alors, on nous demande de calculer CK de grand F. Bon, bah, j'écris bêtement l'expression. Intégrale de 0 à 1 de grand F de... Donc, il va y avoir un échange de somme intégrale à faire. Je le précise tout de même. Donc, cet échange de somme intégrale, vous allez pouvoir vous en sortir en utilisant la convergence normale sur l'intervalle 0,1 par exemple de votre série, qui est déjà plus fort que ce qui est normalement demandé pour avoir l'échange série intégrale. Puisque normalement il faut s'assurer que la somme des intégrales... En fait, ouais, l'intégrale de 0 à 1 de la borne, ça va être exactement ce que vous pensez. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je réfléchis. Donc, vous avez une convergence normale en fait de votre série de fonctions sur l'intervalle 0,1. Et je disais que ce qui est assez rigolo ici, c'est qu'avec l'intégrale et tout ça, rien ne va changer. En fait, la série que vous allez vous retrouver avec la somme des valeurs absolues, si vous aviez à appliquer le résultat tel qu'il était demandé, vous devez normalement regarder la somme des valeurs absolues des intégrales de vos fonctions, sauf que vos fonctions, avec l'exponentielle, ça va sauter avec la valeur absolue en faisant l'inégalité triangulaire, et après vous pouvez utiliser la norme infinie et voir que votre somme va être, ou votre série, va être majorée par la série des normes infinies de f, des fn là qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec une série qui va être convergente, gentiment. Et puis, oui, s'assurer que les fonctions sont continues, bien sûr, je pense que ça, il faut s'en assurer. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, normalement, pour pouvoir assurer l'échange intégral série. Bon, si j'ai oublié quelque chose, vous me le direz, mais je crois que c'est tout. Donc, je me retrouve avec ce truc-là. Donc là, je ne vais pas écrire le détail de pourquoi, je l'ai dit juste à l'oral, de pourquoi vous allez avoir le droit de faire l'échange série intégrale. Puis KT, DT. Donc là, je vais juste me permettre de le faire directement. Donc là, on va avoir somme pour n dans z, intégrale de 0 à 1 de f de t plus n exponentielle moins 2i pi kt dt. Donc arrivé là, vous allez faire le changement de variable, je pense qu'on le sent venir. Donc je vais mettre u égale t plus n pour chacun des intégrales. Z. Intégrale, donc si je fais le changement de variable u égale t plus n, je me retrouve avec l'intégrale de 0 à... pas de 0 d'ailleurs, des bêtises, de n à n plus 1 de f de u fois exponentielle de moins 2 pi k, et ici là je dois avoir un u, donc là normalement je devrais avoir un t, un u moins n, donc là j'ai u, puis après j'ai exponentielle de 2i pi k n, sauf que là ici ce kn c'est un entier, donc ça c'est un entier, un entier dans z d'ailleurs. Et en tant que tel, exponentielle 2i pi fois un entier, ça donne toujours 1. Donc ce truc-là, il va dégager. Hop. Du. Suite au changement de variable, on se retrouve avec ça, on est content. Et puis après, on va appliquer Chal. Donc on a somme pour n dans z, intégrale de n à n plus 1, f de u. Bon, je suis en train de réécrire ça, j'aurais pu être un peu plus intelligent pour éviter de le réécrire. Mais là, on va appliquer Chal. Et ici, il n'y a aucun problème. Le seul petit problème peut-être à vérifier, c'est que votre fonction est bien intégrable. Mais vous le saviez, ça, est-ce que c'était déjà vu avant? Non, c'était peut-être pas vérifié avant. Mais la fonction f, elle est bien intégrable, quoi. Donc, et votre exponentielle, son module, c'est égal à 1. Donc le module de f de u, je vais l'écrire ici, exponentielle moins 2i pi ku,
bah ça c'est égal à 1 sur 1 plus u carré. Et ça, vous savez que c'est intégrable. Ah, ça, vous savez que c'est intégrable sur R. D'après les questions précédentes, je crois. Hein. Ça vient un peu de ça. Hein. Et donc, on se retrouve avec intégrale de moins infini à plus infini, tel que souhaité. F de u exponentielle moins 2 i pi ku du. Yes. Bon. Eh ben on avance, hein, je pense. Tout va bien. Et puis pour la question 18, donc la question 18, elle est toute bête. Hein, il suffit de voir ce qui se passe quand k est différent de moins n ou n différent de moins k, peu importe. Et le cas où n est égal à moins k, il n'y a que ces deux trucs-là qu'il faut regarder et bah, ça va très vite. Voilà, donc je vais écrire juste la réponse hein, dans ce qui suit. Question 18. Donc si k est différent de moins n ou que moins n est égal est différent de moins k, vous allez vous retrouver avec votre intégrale qui va valoir votre primitive. Hein, vous faites la primitive bête et méchante. Donc n plus k fois t sur moins 2i pi n plus k. Et vous pouvez vous assurer qu'en calculant en 1 et en 0, vous allez trouver la même valeur. Et que cette même valeur, bah, du coup, elle va se soustraire l'un par rapport à l'autre. Donc ça va donner 0. Et si k est égal à moins n, bah, dans ce cas-là, votre intégrale, c'était déjà l'intégrale de 1. Donc bah, finalement, ça va valoir 1. Tout simplement. Voilà, ça va super vite. Ok. Donc voilà, ça termine la partie sommatoire de Poisson. Je veux quand même dire 2-3 mots sur une généralisation de la formule de Poisson. Donc là, en fait, la formule sommatoire de Poisson, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est le fait d'avoir dit que les coefficients étaient égaux au calcul de l'intégrale de f de t, je crois. Bon, de toute façon, je vais écrire la formule, vous allez comprendre. Je pense que voilà. Je vais me permettre de faire une petite parenthèse là-dessus. Tac. Donc, parenthèse. Formule sommatoire. De Poisson. Tac. Et donc la formule sommatoire de Poisson s'écrit de la manière suivante, ou en tout cas s'effectue de la manière suivante. Vous avez votre fonction f qui va de R vers C, qui est intégrable sur R. Vous pouvez définir la transformée de Fourier de votre fonction comme étant la chose suivante. Bon, alors il y a différentes conventions de normalisation. Ici, je m'en préoccupe pas beaucoup. Plus infini de f de t exponentielle moins i xt dt. Donc je considère ça. Je prends un réel a qui est strictement positif. Je considère oméga 0 comme étant égal à 2pi sur a. Ok. Et il faut une petite supposition pour s'assurer de la convergence de la série que je vais écrire d'ici peu. Donc il faut s'assurer qu'il existe une constante c positif et alpha strictement plus grand que 1, tel que pour n'importe quel x dans R, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à constante sur 1 plus valeur absolue de x, tac tac, puissance alpha. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et qu'est-ce qu'il me reste? Et oui, la série, ouais, la convergence de la série. Donc ça c'est les hypothèses. Donc hypothèse 1 c'est ça, et hypothèse 2 c'est la série pour n dans z
de f de t plus... pardon, j'avais commencé à écrire la formule, mais c'est pas encore ce que je veux écrire. De f chapeau de mw ou oméga 0, peu importe. Donc mm, voilà, c'est ça, en valeur absolue converge. Donc sous ces hypothèses-là, on a l'égalité suivante. Et je vais l'écrire en rouge pour qu'on puisse bien l'apercevoir. La somme pour n dans z de f de t plus na est égale à 1 sur a fois la somme pour m dans z des f chapeau de m oméga 0 fois une certaine exponentielle donc de im oméga 0t. Donc voilà, ça c'est la grande formule de sommatoire de Poisson. Donc grande formule sommatoire de Poisson. Alors après, il y a des moyens de le réécrire autrement, mais je pense que vous pouvez déjà reconnaître une bonne partie de la formule que nous avons établie, c'est-à-dire là, vous pouvez reconnaître ce t plus 1, enfin t plus n, pardon, avec a égale 1. En fait, on a fait le calcul avec a égale 1. Donc si vous remplacez par a égale 1, vous voyez que ouais, le calcul ressemble pas mal. La seule différence, c'est on n'est pas en train de regarder véritablement la formule sommatoire, on est plutôt en train de l'intégrer en... que je dise pas de bêtises. Donc en fait, on n'a pas encore totalement... Ouais, je vais te dire ça plutôt. On n'a pas encore totalement démontré cette formule sommatoire. La formule sommatoire, on va l'avoir totalement démontrée en arrivant à la question... donc c'est laquelle? C'est la question... je vais y arriver. Je ne sais pas si on va la voir en fait finalement. Mais c'est un cas particulier de la formule sommatoire. En fait, là, les valeurs qui sont ici, ça cache un calcul de transformée de Fourier. Donc en fait, plus précisément, là, on a une transformée de Fourier de notre fonction f. Là, ici, on est plutôt à peu de choses près en train de calculer ce qu'on appelle plutôt un développement en série de Fourier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même si à la fin, la donnée pourrait être assez similaire. En fait, si on périodise, grosso modo, ce que c'est en train de dire, c'est que si on prend notre fonction et qu'on la périodise par rapport à un paramètre, ici a, alors, en fait, cette périodicité, on peut l'évaluer par du développement en série de Fourier. Et ce développement en série de Fourier va donner des coefficients de cette forme-là, sachant que les exponentielles apparaissent toujours quand on fait le développement en série de Fourier. C'est ainsi qu'on arrive à faire une espèce de lien entre la transformée de Fourier et les coefficients de Fourier, puisque les éléments qui vont se trouver ici vont pouvoir se calculer par des transformées de Fourier, pour ainsi dire, puisque le calcul, comme on l'a pu le voir, c'est une intégrale de moins infini à plus infini de f de t fois une certaine exponentielle. Certes évaluée en une valeur particulière, cette valeur particulière permettant en fait de trouver le coefficient, le km coefficient, donc ici le mième coefficient du développement en série de Fourier. Donc voilà, en fait, c'est... Voilà. Si on a démontré, en soi, on a démontré en effet la formule de... on l'a pas... Ouais. On l'a pas encore totalement démontré, la vraie totale démonstration va venir un tout petit peu plus tard, mais on est sur le point de s'amener à ça en fait. Et juste pour le dire, il y a quelques applications assez classiques de cette formule sommatoire de Poisson. Il y a le calcul de la somme des 1 sur n carré, ou même d'autres séries comme moins 1 puissance n n4 sur n4. Voilà, ça c'est des calculs qui peuvent se faire, donc pour donner des applications assez amusantes. Et bien sûr, en fait, bien sûr, ça ne se borne pas à ça, mais c'est une application amusante directe parmi tant d'autres. Ou la somme des moins 1 puissance n sur n4. Et je suis sûr que certains se poseront la question, donc je vais répondre tout de suite. Ce truc-là, ça fait 7 pi 4 sur 720. Voilà, et puis il y a aussi de l'application dans de la géométrie. Car il semblerait, bon alors là par contre j'ai pas pris, j'avais pas assez de temps pour me caler bien dessus. Et puis de toute façon je suis pas un expert du truc, mais je sais que, de ce que j'avais relu, il y a une question de géométrie hyperbolique qui se cache derrière et de calcul de longueur de certaines géodésiques, pour utiliser des termes soutenus. Mais voilà, pour vous dire, il y a quand même d'autres applications assez intéressantes qui s'ensuivent de cette formule sommatoire de Poisson.
Et donc en fait, on est sur on l'a pas encore totalement démontré à la fin de cette partie, mais on va plutôt, on est sur le point de le démontrer, notamment arriver à la question, c'est la question 24 ou 24, 21 pardon. Ah, c'est la question 21. C'est ça. Ok, bon, on va pouvoir attaquer la dernière partie. Bon, je vais assez vite, hein, mais n'hésitez pas, hein. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Et puis bon, bah, si je finis le sujet, qu'on a encore un peu de temps, bah, je commencerai le sujet maths 2. On verra si je le ferai en entier. Je pense que je le ferai en entier. Et puis après, bah, le dernier sujet, E3A, peut-être qu'on le survolera un peu plus. On verra bien. Pareil, ça va dépendre du temps que je pourrai y consacrer. Donc je continue avec la partie suivante. Après cette parenthèse qui, j'espère, vous aura plu. Hop. Donc je veux ça. Voilà, nickel. Donc, application. Ok. Donc, on vous propose de calculer C0 de f, puis ensuite de calculer CK de f pour tout cas positif. Donc, ça, c'est la partie 3. Je me note ça pour l'instant, et puis après, je vais vous faire un changement d'écran. Bon, bah, pour la question 19, c'est tout bête. Il suffit d'appliquer le résultat de la partie, notamment la partie 1. En fait, ils vous disent partie 1, partie 2. Bon, c'est vrai que c'est la partie 2 aussi parce que vous venez de la faire, ça c'est plus récent dans votre tête. Mais en fait, ça va surtout utiliser aussi ce que vous avez fait avec la fonction g de x un peu plus tôt. Donc, je vais faire un changement d'écran. Tac. Mais en effet, donc pour cette question 19, il vous suffit de noter qu'en fait, ck de f, ça va être... donc, si je réécris la formule en remplaçant f par ce qu'il faut, je me retrouve avec intégrale donc de moins infini à plus infini de 1 sur 1 plus u carré exponentielle i, alors moins, que je fasse pas de bêtises, moins 2i pi. Attends, je vais relire quand même pour pas être sûr, enfin pour être sûr de ce que j'écris. Donc moins 2i k pi, c'est ça, c'est ça. Ok. du. Et cette fonction-là, bah, c'était g de, donc ce truc-là, c'était g de moins 2 pi k, tout simplement. Et donc ça donnait pi fois exponentielle de moins 2 pi k. Donc on se retrouve avec ça. Et pour k égale 0, bah, vous trouvez exactement pi. Qui était la limite de votre fonction g en 0. Voilà, pour rappel. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la question 20. Alors, paf. Donc question 20, on pose x là, on pose g de x comme étant cette série en supposant que c moins k de f est égal à c k de f. Il y a ça aussi à admettre. On demande à vérifier que g est continu et impériodique sur R, donc continu et impériodique. Alors moi j'ai noté ça, je vérifie quand même que j'ai pas fait une bêtise. Oui c'est ça, donc c'est une convergence normale, ça va venir d'une convergence normale. Donc si j'écris un tout petit peu ce qu'il en est pour être un peu plus précis, j'ai oublié de faire le changement de scène, je suis désolé. Donc ouais, on veut démontrer la fonction g qui est définie comme justement transformée de Fourier en fait. Hein. Enfin transformée de Fourier, développement en série de Fourier, défini comme développement en série de Fourier de notre fonction f. Eh bien on veut montrer que cette fonction-là, elle est continue et impériodique. Donc, hop, voilà. 20. Bah, en fait, votre fonction, donc elle peut se réécrire. Hein, vous avez votre fonction g qui s'écrit somme pour n dans z de bah, finalement pi exponentielle moins 2 pi k. C'est ça. Ça.
fois ensuite l'exponentielle qu'on a écrite tantôt, donc euh, moins 2i pi n x, c'est ça. Et en fait, il vous suffit de constater que bah, vous avez, donc si on note, je sais pas, je vais l'appeler psi, si je note psi, et d'ailleurs j'ai mis des k et des n, ça va pas là, excusez-moi, je vais mettre n. Donc si je note psi n de x, la fonction, bah, vous pouvez juste constater que la norme infinie de cette fonction sur R, elle est majorée par pi fois exponentielle moins 2 pi n, et que la série de ces choses-là converge. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait moins 2 pi n, c'est avec une valeur absolue. Il faut faire attention parce que le coefficient est égal en moins n, hein, donc voilà, faut que je fasse attention avec ma notation. Vous avez une égalité entre ce qui se passe en moins n et en n, donc il y a une valeur absolue. Du coup, la série avec les valeurs absolues, elle converge. Voilà, donc vous avez une convergence normale, vous êtes tout content, donc convergence normale, CVN implique encore une fois CVU, plus continuité, et le tour est joué. Et puis la 1 périodicité, bah, il vous suffit de l'écrire, hein, vraiment, vous avez x plus 1 qui va apparaître là-haut, et puis en fait le plus 1, ça va multiplier votre exponentielle par... Enfin, ça va permettre de vous découper votre exponentielle avec l'exponentielle avec le x, et puis l'autre avec un entier, et cet autre avec un entier vaut 1. Voilà, donc voilà. Donc c'est assez simple la périodicité ici. Hop. Donc je l'écris juste que g de x plus 1 c'est égal à g de x. Et ça va essentiellement venir du fait que exponentielle de moins 2 pi, pi n soit égal à 1. Donc voilà, nickel. Et puis après, si je reviens au sujet, on admet un autre résultat qui est en soi aussi assez compliqué normalement à démontrer. Mais c'est parce que ça vient de la théorie des développements en série de Fourier. Donc là, le fait qu'on vous dise si j'ai deux fonctions qui sont continues sur R1 périodique et que les coefficients sont égaux, alors les deux fonctions sont égales. Bon, bah ça, c'est exactement le théorème de Dirichlet. Hein. L'énoncé de ce résultat-là, c'est le théorème de Dirichlet. Et donc, on vous demande de montrer que les deux fonctions sont égales. Enfin, c'est une application du théorème de Dirichlet, je devrais dire. Même si, bon, à peu de choses près, c'est le théorème de Dirichlet. Donc, on vous demande de démontrer que les deux fonctions sont égales. Et bon, bah là, ça va venir un peu tout seul. Alors, qu'est-ce que... Oui, je veux changer l'écran, excusez-moi. Donc voilà, donc question 21. Donc le seul truc que vous n'avez pas encore calculé, c'est le coefficient de G. Mais en fait, vous allez retrouver que c'est le coefficient de F, parce que ça va venir de votre question 18. D'accord, ça va venir de la question 18 où on avait un petit calcul d'intégrale qui payait pas de mine, où vous aviez en fait exponentielle de 2i pi n plus k, je crois. Voilà, fois t dt. Voilà, à calculer en 0 et en 1. Et vous saviez que c'est égal à 1 si n égale moins k, et c'est égal à 0 sinon. Donc ça va venir essentiellement de ça, de ce passage-là. Vous aurez un échange série intégrale à nouveau à justifier, mais bon, bref, c'est rien de très difficile, je pense. Et enfin, on vous demandait, donc dans la dernière question, on va avoir la dernière question, et donc on aura fini le sujet 1. On vous demandait de calculer la valeur de f de x pour x dans R. Bon, j'ai pas fait le calcul en entier, mais bon, enfin, c'est pas censé être super difficile. Vous allez calculer la série, quoi. En soi, il faut calculer la série. Donc je vais l'écrire si vous me le permettez. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que je change l'écran. Voilà, c'est ça. Tac. Bon, si j'ai la foi, je fais le calcul en entier, mais sinon, je pense que c'est pas. Donc f de x, vous allez utiliser en fait la série que vous venez de démontrer, donc moins 2 pi n en valeur absolue, encore une fois, il ne faut pas que j'oublie, fois exponentielle donc de moins 2i pi
pi n x. Donc je me retrouve avec ça. Du coup, je vais tout mettre sous le même. Je vais essayer de factoriser, d'avoir du n qui apparaît un peu par-ci par-là. Donc là, je vais avoir besoin du découpage. Là, je vais vraiment avoir besoin du découpage. Donc je vais faire quand n vaut. Donc que je fasse pas de bêtises. Quand n va de 0 à l'infini. Bon, après, je vais en réfléchir si je peux pas m'y prendre un peu autrement. Bon, je vais le faire comme ça, quoi. Donc si je le calcule en n égale 1, ça fait 1. Après, j'ai la partie positive à l'infini qui va me donner du exponentiel moins 2pi fois... alors, il y a un n qui va apparaître, mais je le mets après. Moins 2pi, et après j'ai 1 plus ix, le tout à la puissance n. Voilà ce que je veux faire. Et de l'autre côté, je vais avoir somme, plus, somme. Et là, je fais un petit changement de variable pour pouvoir voir la partie négative. Exponentielle moins 2pi. Alors, j'essaie de ne pas me gourer. Je crois que je vais avoir 1 moins ix, si je ne fais pas de bêtises. Parce que là, il faut que je change n en moins n. Donc si je change n en moins n, plus, du coup, je vais mettre n en moins n. Bon, en tout cas, il y a une question de plus et de moins qui doit apparaître quelque part. Hein. Bon, j'avoue que là, voilà. Il doit y avoir un truc qui doit ressembler un peu à ça. Bon, peut-être qu'il y a un plus-moins qui... Moi, je pense que c'est moins parce qu'il faut qu'il y ait la conjugaison. La fonction, elle est réelle. La fonction, elle est réelle. Donc, par la conjugaison, je pense que ça doit être ça qu'on doit trouver. Quelque chose qui ressemble à ça. Et les deux séries sont calculables. Hein. C'est des séries géométriques avec des modules qui sont inférieurs strict à 1. Donc, on peut les calculer. Et après, il n'y a plus qu'à tout rassembler. Bon, voilà. C'est pas... Bon, j'ai pas très envie de faire le calcul jusqu'au bout là, je vous avoue, mais c'est juste de la série exponentielle quoi. Rien de folichon. Alors peut-être que ça se simplifie joliment, je sais pas, avec peut-être une formule d'arc moitié qui se cache. C'est peut-être pas impossible, mais voilà. Je pense que c'est amplement suffisant pour le sujet aujourd'hui. On l'aura fait, pour ainsi dire, entièrement. Bon, très bien. Donc voilà pour le sujet maths 1. Vu qu'on a encore un peu de temps, je vous propose de démarrer gentiment le sujet 2. Hop. À moins que vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, hein, profitez-en. Hop. Surtout si vous faites partie des gens qui vont attaquer les sujets, c'est l'occasion. Hop. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas de questions, je vais commencer le sujet maths 2 avec ce que j'ai un peu fait. Et puis voilà, on se garde la suite pour demain. On va faire comme ça. Ok. Allez. On est chaud, on est dans le bain. On continue. Alors voyons maintenant un petit peu. Donc je pense que pour le sujet 2, on va essayer de faire au moins l'exo 1 sur les 15 minutes et peut-être l'exo 2 si je vais vite, mais j'ai pas envie d'aller trop vite non plus. Je pense que c'est bien aussi de voir les points importants. Hop. Des résolutions. Ok, donc est-ce que j'ai bien changé l'écran? Je le revérifie. Ouais, j'ai bien changé l'écran. Donc, dans ce sujet de exercice 1, donc de l'algèbre linéaire, pas très méchante, hein, avec notamment un calcul de puissance de matrice qui s'en vient derrière. Donc, exo 1. Je me note ça, math 2, CC, INP. Et donc, exo 1. Question 1. On vous demande, pour les deux matrices qui sont, pour la matrice J qui est à côté, de donner le rang de cette matrice J. Bon, le rang de la matrice, c'est pas dur. Regardez vos colonnes, ou vos lignes, peu importe. Vous avez des colonnes qui sont non nulles, donc ça veut dire déjà que le rang est supérieur ou égal à 1. Et après, vous voyez que toutes les colonnes ou toutes les lignes sont collinaires, voire même sont toutes égales. Donc,
Ça implique que le rang c'est O plus 1, et au final, vous avez que le rang est égal à 1. Voilà. Et puis après, on vous demande de diagonaliser la matrice J sans calculer le déterminant. Vous pouvez constater que vous avez alors la dimension du noyau qui correspond à l'espace propre pour la valeur propre 0 qui est de dimension 2. Pour la partie image, il vous suffit de trouver une valeur propre qui marche, puisque vous allez avoir un espace propre aussi qui marche. Et cet espace propre, c'est un truc hyper classique, c'est de regarder la somme des coefficients suivant une ligne. Et si tous les coefficients sont les mêmes, vous avez un vecteur propre tout gentil qui s'offre à vous. Et ici, ce vecteur-là, c'est tout simplement 1, 1, 1. Voilà, et la valeur propre, ça va être 3. Donc si je l'écris un peu, juste histoire de... donc ce que vous allez avoir, c'est que donc, le rang de J est égal à 1, ce qui vous permet de dire que la dimension du noyau par le théorème du rang, bien sûr, est égale à 2, théorème du rang. Mais la dimension du noyau, c'est la même chose que la dimension de l'espace propre pour la valeur propre 0. Et pour l'image, vous avez que si vous faites J fois le vecteur 1, 1, 1, vous avez 3 fois le même vecteur. Donc ça vous donne la dernière valeur propre qui est la valeur propre 3. Il n'était pas demandé une matrice de passage, mais on peut la donner. La matrice de passage, c'est juste donner une base. Donc là, vous avez l'espace image. Et puis après, faut décrire le noyau. Et le noyau, il n'est pas difficile. C'est le suivant. Vous pouvez le décrire de la manière suivante. Et donc ça, c'est la matrice de passage. Et donc la matrice diagonale que vous allez trouver en fonction de ma matrice de passage ici, ça sera 3, 0, 0. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Nickel. Question 2. On demande d'en déduire que la matrice A est semblable à une matrice diagonale que l'on précisera. Il faut remarquer que A s'écrit en fonction de J et de l'identité. En fait, ça va être A fois J plus B fois l'identité. Et la matrice J et identité sont diagonalisables simultanément. Alors, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette phrase, mais vous pouvez juste vous en sortir en écrivant un peu le calcul, en disant que votre matrice J s'écrit peut-être P-1 fois D fois P, truc de genre, et puis après vous factorisez comme il faut, mais ça va venir de la simultanée diagonalisation de vos matrices. Ce qu'on appelle aussi codiagonalisation. Bon, perso, je préfère simultanée diagonalisation. Donc, tac. Donc, la question 2. Vous avez que A s'écrit A fois J plus P fois identité. Et si je me permets d'écrire J comme P-1 D fois P, ou peut-être P fois D fois... Enfin, j'ai toujours du mal à savoir où il faut mettre le P-1 et il faut que je fasse une fois le calcul pour m'en assurer, mais bon, c'est pas très grave. P-1 AP, je pense, c'est P fois D fois P-1. Mais bref, donc on a ça, et puis vous remplacez, vous avez alors P fois A fois D plus B fois identité fois P-1. Donc ça vient de la simultanée diagonalisation des deux matrices qui sont en jeu. Et du coup, la matrice diagonale qu'on obtient, c'est tout simplement 3A plus B, B, B. Voilà. Pour la question 3, on vous demandait de justifier sans calcul que le polynôme minimal de la matrice A, c'est pi A. Très bien. Alors, voilà, c'est vrai qu'on peut, on peut s'y prendre de différentes manières. Moi, une façon que j'ai de le justifier, c'est de dire que si vous faites, si vous appliquez, donc si vous prenez un polynôme pi dans C crochet x, peu importe. Donc si vous prenez pi dans C crochet x, quand vous faites pi d'une diagonale, donc diagonale lambda 1, lambda n, pour une matrice même n fois n, vous allez vous retrouver avec diagonale de pi lambda 1, pi lambda n.
Et donc ça veut dire que pi doit annuler. Donc si pi de a, enfin si pi de la diagonale vaut 0, pour que pi de la diagonale, je vais lire le message après, soit égal à 0, il faut et il suffit que pi de lambda i soit égal à 0 pour tout i. Et donc ça veut dire que vous devez trouver un polynôme. On cherche pi qui doit à la fois s'annuler en 3a plus b. Non. Pi tel que pi divise, pas divise, s'annule en 3a plus b et s'annule aussi en b. Et donc, ça veut dire que votre polynôme pi est divisible par x moins b fois x moins 3a moins b. Et comme pi est minimal, ça implique que, et unitaire en plus de ça, c'est vrai qu'il faut que je le précise, et bien ça implique alors que le polynôme que vous devez trouver, c'est exactement celui factorisé. Donc x moins 3a moins b. Voilà. Salut s'il vous plaît, si j'ai répondu à presque 7 questions sur ce sujet, quelle note estimée? Sur le sujet quoi? Sur le sujet maths 2 ou maths 1? Parce que là, le maths 2, là, j'ai à peine commencé, donc je peux pas encore. Enfin, la note, je peux pas te donner une note parce que ça va dépendre. Enfin, je peux te donner une fourchette, peut-être. Mais je peux pas te donner une note exacte hein, selon les questions auxquelles tu as répondu. Hein, ça. Mais après cette question, il y en avait beaucoup de questions, non? Je sais plus. Bon, enfin, bref. On avait combien de questions là-dedans? 20 questions? 7 questions sur 20? Si ces 7 questions sont dans les exercices, bon, je pense que ça va être chaud d'avoir la moyenne. Hein. Voilà. Là, comme ça, je dirais ça, mais... Oui, c'est ça sur le maths 2 que tu demandes. Donc, si tes questions sont des questions qui répondent aux exos, je pense que ça va être juste pour avoir la moyenne. Mais après, ça va dépendre des autres gens. Hein. On est dans un concours. Donc, c'est difficile de pouvoir te donner une vraie note. Mais, je sais pas, moi... là j'admets un truc. Hein, je simplifie vraiment en disant, les 7 questions, c'est les 7 premières questions. Allez, disons ouais, tu as répondu aux 7 premières questions, tu vois, des deux exos là. Euh, ouais, ça peut. Alors, si tu as très bien répondu et que tu as rédigé, ça peut être éventuellement allez, comme ça, allez, je vais mettre une fourchette assez large quand même, entre 5 et, entre 5 et 8, 9, 8 peut-être plutôt, entre 5 et 8, je dirais. Parce que ça va dépendre de ce qu'ont fait les autres. Ça va dépendre amplement de ce qu'ont fait les autres. Donc si les autres ont réussi à faire beaucoup plus que toi, on serait plus proche de la fourchette basse 5, quoi. Si par contre tu en as fait un... Je pense pas que tu en auras fait plus que d'autres, hein, mais si on est quand même dans une fourchette un peu plus haute, éventuellement 8, mais faut pas espérer beaucoup plus à mon avis. Hein. Voilà. Après si c'est du grappillage de points, ça dépend de ta rédaction. Là je peux pas te donner une certification exacte de ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. Pour maths 1, bon, on verra après. Je vais pas te répondre là, mais voilà quoi. C'est juste pour donner une idée. De toute façon, ça dépend amplement de ce qu'ont fait les autres. Hein. Ça, je peux pas te donner une réponse 100% fiable. Hein. C'est pour ça que j'essaie de donner une fourchette très large. Bref, je vais finir l'exo du coup, parce que je vois que l'heure tourne gentiment et j'ai pas envie forcément que le live dure plus longtemps. Bon, même si j'ai commencé en retard, hein, vous me direz. Mais je vais faire la question 4. Et bon, on va voir si j'ai envie quand même de faire l'exo d'après ou pas.
Alors, j'ai oublié de changer l'écran. Ça serait mieux de changer l'écran. Excusez-moi. Tac. Yes, super. Donc ouais, pour la question suivante, on vous demande en deux méthodes distinctes d'essayer de calculer la puissance énième de votre matrice. Alors la première méthode qu'on vous propose d'utiliser, c'est d'utiliser le polynôme minimal et de faire de la division euclidienne de du polynôme x puissance n avec le polynôme minimal. Alors ça, c'est un truc hyper classique à savoir faire, mais alors d'un classique sans nom. Donc en effet, pour cette question-là, il faut écrire votre division euclidienne. Donc votre division euclidienne va s'écrire sous la forme suivante, q fois pi a plus un polynôme de degré 1, puisque c'est le reste de la division euclidienne, donc O plus 1. Et vous allez avoir alors alpha x plus bêta. Voilà, donc ça c'est ma division euclidienne. Et vous savez que votre pi a s'annule en deux racines. Eh bien, il faut s'en servir. Vous savez que ça s'annule en 3a plus b, donc vous avez 3a plus b puissance n qui est égal alors, la partie en pi a disparaît, et vous avez alpha fois 3a plus b plus bêta. Et vous faites la même chose en b, donc vous avez b puissance n qui est égal à alpha fois b plus bêta. Et voilà, vous pouvez trouver donc alpha et bêta en faisant les soustractions habituelles. Donc là ici, si je me permets éventuellement de simplifier l'écriture de mon machin, donc là tout ce que je vais avoir besoin c'est surtout alpha. Le bêta va se déduire assez rapidement. Donc là le alpha c'est en faisant la soustraction, donc je vais avoir 3a plus b à la puissance n moins b à la puissance n, le tout sur 3a plus b moins b qui va donner juste 3a. Donc on va se retrouver avec ça. Alors après, il y a des cas de figure à traiter, c'est vrai, là il faudrait peut-être voir que se passe-t-il si a est égal à 0 par exemple, parce que là a priori si a égale 0, il peut se passer un truc un peu différent et le polynôme minimal n'est pas forcément le polynôme minimal qu'on obtient ne sera plus forcément le bon. C'est vrai. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il était... est-ce que c'était considéré que a était différent de 0? Je vais vérifier. Je pense que oui. Hein. Oui, a était différent de 0, ok. Mais c'est vrai que là, d'un seul coup, j'y avais pas pensé, je n'avais pas revérifié en préparant le truc. Donc oui, a était supposé différent de 0. Donc finalement, on aura toujours cette réponse-là. Et du coup, bon, bêta, vous le trouvez. Et si vous préférez, vous pouvez écrire le polynôme en utilisant des formules type formule de tangente. Et voir que vous pouviez en fait écrire 3a plus b à la puissance n moins donc votre coefficient directeur, tac, 3a, et puis un endroit où ça s'annule, donc là je dirais b, et puis ensuite bah, il faut calculer en b, et en b vous savez que ça fait b puissance n, donc voilà. Donc voilà votre polynôme, et après il n'y a plus qu'à l'évaluer en a pour avoir la réponse, donc a puissance n, Rn de a, qui va valoir alors, bah, vous remplacez tout ce qu'il faut par donc 3a plus b à la puissance n moins b puissance n sur 3a, le tout fois a moins identité b identité, plus ensuite b puissance n identité. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Et donc je reviens sur le sujet. La deuxième méthode, c'est en utilisant les puissances de j pour pouvoir calculer ensuite, et en utilisant la formule du binôme, hein, on la sent venir, bah, vous avez tout à fait raison. Hop. Donc question 4b. Donc en effet, alors là il fallait juste remarquer que si vous faites j carré, vous devriez vous retrouver avec 3 fois j. C'est juste ça qui se passe. 3 fois j. Et donc j puissance k, ça va tout simplement être 3 puissance k moins 1 fois j. Pour k plus grand que 1. Et donc comme a fois j et b fois identité commutent, on peut appliquer le binôme de Newton, donc aj plus b identité puissance k, qui va être égal à... bah vous faites, donc là je vais juste décortiquer légèrement ma somme en mettant la partie identité d'un côté et la partie en puissance de j de l'autre. Donc je vais avoir b puissance k
identité. Ensuite, plus la somme pour L allant de 1 à K, donc de L parmi K. Je vais avoir A puissance L, B puissance K moins L, et puis ensuite j'ai J puissance L. Puis le J puissance L, je vais le remplacer, ça va me donner donc 3 puissance L moins 1 J. Et après, je peux chercher à simplifier un petit peu en remarquant que J va être mis en facteur et que toute la partie qui va se trouver ici, je peux réutiliser la formule du binôme de Newton pour simplifier un petit peu mon expression en remarquant que ce truc-là, c'était la même chose que 3A plus B à la puissance K. Le problème, c'est qu'il me manque un terme. Le terme qui me manque, c'est B puissance K. Et il faut que je divise par 3, parce que sinon, j'ai un x3 en trop. Donc, c'est ce qui explique le L-1. D'accord, le L-1, c'est le divisé par 3 que je vais mettre en facteur. Et là, je retrouve la formule du binôme à un terme près. Ce terme près manquant, c'est le cas où L égale 0. Donc voilà, donc je vais me retrouver avec juste ça. Voilà. Donc fois J, bien sûr. Voilà. Et ouais, je pense que j'en ferai pas beaucoup plus à mon avis pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. J'ai pas envie de... Parce que je sens que je suis fatigué et je pense que j'ai quand même envie de garder un peu de temps pour pouvoir expliquer des choses si besoin. Bon, même si l'exo suivant n'est pas super difficile, mais bon, juste histoire de vous donner une résolution qui n'est pas trop bâclée, je préfère remettre ça à demain, ça sera mieux. Donc voilà, donc du coup demain on continue. Donc demain 18h, on continue à travers le sujet maths 2 et ensuite on attaquera le sujet E3A. Alors peut-être que ça prendra plus que 2 heures. Je pense que c'est pas impossible. Si ça prend un peu plus que 2 heures, je déborderai. Je vous préviens maintenant. Je me permettrai de déborder. Ça me dérangera moins de déborder dimanche. Donc c'est pas impossible qu'on fasse 3 heures au lieu de 2. Mais voilà, on commencera à 18h en espérant ne pas avoir autant de retard que cette fois. Non, c'est vraiment juste, j'ai eu un problème je vais changer de scène d'ailleurs, comme ça vous me voyez en grand. J'ai juste eu un problème technique en agençant un petit... J'ai voulu juste réagencer un peu mon setting de OBS, quoi. Donc ce qui permet de faire la captation et la diffusion du stream. Mais en faisant ça, je sais pas, j'ai perdu des fenêtres et du coup ça m'a un peu perturbé. Donc j'aurais peut-être juste dû rien faire. Voilà, c'est tout. c'est my bad, quoi. Et du coup, ouais, ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Donc voilà, désolé pour ce petit retard, mais je vais faire en sorte que demain je ne le sois pas. Voilà, tout simplement. Et puis comme je l'ai fait ici, soit on arrivera à passer à travers l'entièreté des deux sujets. Peut-être qu'en se donnant 3 heures, on va pouvoir le faire. Mais si on n'arrive pas au bout de tous les sujets, c'est pas forcément non plus très grave. Encore une fois, l'important, comme on l'avait fait avec les sujets ENS, je préfère le redire, c'est d'être au moins capable de démarrer les sujets et de se sentir à l'aise avec les premières questions pour pouvoir continuer aussi sur un bon élan et mettre en avant ses réflexes, quoi, aussi. Là, les réflexes, vous voyez encore une fois, il y a eu des réflexes hyper importants sur le fait de vérifier qu'une une fonction définie par une série est continue, ce genre de choses. Intégrale à paramètres, pareil, les formules très usuelles et très classiques, les IPP, tout ça, voilà, ça fait partie des réflexes hyper importants à avoir. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut impérativement avoir pour pouvoir se sentir à l'aise face au sujet, peu importe lequel. Voilà, et ça c'est bien, je pense que ça s'est très bien vu sur le sujet CCINP, le premier, et là actuellement pour le deuxième aussi, ça se voit assez bien. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne suite de soirée, une bonne nuit, et puis on se retrouve demain, 18h, pour la suite de la discussion sur les sujets CCINP E3A. Portez-vous bien et donc à très bientôt. Voilà. Allez, je vous laisse. Salut tout le monde, à demain. Et en forme, hein, surtout.